Et donc voilà, donc merci Sarah pour l'invitation et j'espère que voilà, on a l'occasion là de pouvoir en plus voilà, avoir un super programme avec plein d'intervenants. J'espère que ça sera top moumoute, voilà, et que tout le monde pourra suivre ça. Ça promet d'être super intéressant. Bien, donc j'ouvre ça. Donc, salut à tous. Je suis donc scénariste et script doctor et on va faire un petit tour d'horizon globalement de ce que c'est qu'un script doctor. Et puis l'idée, c'est aussi d'essayer de vous donner des astuces, d'essayer un petit peu, voilà, que vous repartiez peut-être avec un tout petit peu d'outils, sans rentrer forcément dans le grand détail, mais voilà, peut-être quelque chose qui peut vous aider à essayer de diagnostiquer vous-même en fait vos difficultés sur un scénario. Et donc voilà, donc rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis entré en écriture quand j'étais ado, j'ai été rôliste, j'ai été maître de jeu, créateur de règles, et puis après, j'ai fait plein de détours dans la vie professionnelle. J'ai monté des startups. Et puis, à un moment dans ma vie, je me suis dit qu'il était temps de revenir au scénario. Et j'ai eu la chance de travailler assez rapidement sur une sitcom pour France 2, de développer des projets perso, d'essayer d'être producteur sans forcément faire des grandes choses. Voilà. Et puis, pendant tout ce temps, en fait, j'ai été en contact avec des festivals, notamment parce que j'étais branché un peu web série. Et donc, que ce soit Valence Scénario, où j'ai animé longtemps, pendant 5 à 6 ans, je crois, l'atelier des web-séries, que ce soit à Cours de Vent également, où je me suis occupé des web-séries, à la fois projet et puis projection et sélection de projets. J'ai été finalement amené à faire des retours à des auteurs, et puis finalement, ça marchait pas mal. Et les gens paraissaient assez contents de ça. Et moi, j'étais de plus en plus à l'aise dans cette discipline bien particulière. Et puis, du coup, ça m'a amené à développer ça. Et puis, maintenant, à donner des cours dans une école de cinéma qui s'appelle l'Écart. Et j'ai fondé une agence qui s'appelle Script Service, qui a pour objet voilà, simplement de faire des fiches de lecture, du script doctoring, d'aider des auteurs à raconter leurs histoires. On fait ça avec Christelle Georges, qui est scénariste aussi, que vous connaissez peut-être ou certainement pour ceux qui ont déjà eu peut-être été en contact avec Séquence 7 ou d'autres associations d'auteurs où elle aussi intervient. Elle a longtemps aussi lancé Les Bleus à Valence avec Marie Sardan Bargy, et puis avec Dominique Datola, qui est réalisateur et qui est aussi un formateur et monteur, formateur en montage, et qui travaille avec nous notamment sur le line editing, c'est-à-dire la réécriture au niveau du montage, notamment pour le documentaire. Voilà. Voilà, un script doctor, effectivement, Kesako. Déjà, effectivement, mon rôle, c'est d'arriver comme consultant extérieur. Et finalement, mon travail, ça va être d'aider quelqu'un par rapport à un projet. Alors, ce quelqu'un, effectivement, ça peut être un producteur qui vient me trouver pour avoir un avis sur un projet qu'il va signer ou qu'il a déjà signé, avec lequel peut-être il est en difficulté sur le développement, voilà, où il a envie d'avoir un avis. Ça peut être un auteur directement qui souhaite avoir un avis sur ce qu'il a écrit, qui souhaite être aidé dans le développement. Et puis, ça peut être éventuellement, donc, dans le cadre d'institutions, des sélections de projets, pourquoi pas des formations, des ateliers d'écriture, où là, j'interviens effectivement sur l'ensemble des projets qui sont dans la session, dans le workshop. J'interviens à des moments très différents finalement. Euh, je- J'interviens soit très tôt, parfois dans le développement, et parfois trop tard. Alors trop tard, ça veut dire que j'ai un projet qui est déjà une continuité dialoguée et sur laquelle je vais devoir faire des retours. Et s'ils ne sont pas très bons, eh bien, ou si on doit chercher des améliorations, il va falloir que j'arrive à expliquer à l'auteur qu'il va falloir réécrire beaucoup parfois. Et ça, c'est toujours douloureux, c'est toujours difficile. Donc c'est pour ça qu'en fait, je préfère intervenir très tôt. En plus, je n'ai pas forcément de place dans l'écriture quand on est dans une continuité dialoguée. J'arrive un peu en censeur, et donc cette position, elle n'est pas simple à tenir. Humainement parlant, je préfère largement que des auteurs viennent me trouver dès le départ, parfois dès la première idée, et qu'ensemble, on commence à discuter, à orienter le projet, à essayer de me familiariser avec l'auteur qui est en face de moi, ce que je ne peux pas faire quand on me remet une continuité dialoguée à examiner.
j'ai pas le temps et c'est pas le moment là d'engager cette relation tout de suite par rapport à l'auteur. Or, c'est absolument passionnant, c'est ce qui, moi, m'intéresse dans mon travail, c'est de comprendre, en fait, quelle est la personne en face de moi et comment je dois, effectivement, travailler avec elle. Mais j'interviens à tous les stades de la conception de l'histoire et donc, voilà, le plus tôt est le mieux en général. Et donc, la mission, elle varie, c'est-à-dire que soit je vais aider quelqu'un à développer, je fais de la maïeutique, je suis script doctor, mais en fait, je suis sage-femme, une sage-femme qui n'opère pas donc le bébé, elle aide juste à venir et elle aide le parent à concevoir, on va dire, l'enfant dans de bonnes conditions. Et puis, en fonction de cette mission, ben, les rendus sont différents. On va être soit dans des entretiens où on va discuter, on va parler de tous les aspects du projet. Et puis, d'autres fois, ce sera uniquement des retours écrits, des fiches de lecture, des fiches de doctoring, des rapports. Parfois, c'est les deux. Voilà. Et ça prend plus ou moins de temps selon les besoins du projet, en l'occurrence. Et donc, on va définir, à partir du moment où on est en contact avec le commanditaire, eh bien, ce qu'on va faire, comment on procède, et puis quel type de relation on a aussi, et à qui je fais mes retours. Parce que pour certains producteurs, il n'est pas question que je fasse des retours directement aux auteurs, c'est le producteur qui va jouer l'interface. Parfois, le producteur ne sait pas que l'auteur ne sait pas que le producteur a fait appel à un lecteur extérieur ou quelqu'un qui a fait des retours critiques sur le projet. Bref, donc c'est très variable effectivement, et c'est à chaque fois une relation différente qui s'établit avec l'auteur ou le producteur, et selon les besoins, selon la nature euh, de la mission. Voilà. Et donc, mon rôle, mon objectif, comme je vous l'ai dit, ben, c'est d'essayer d'apporter un regard extérieur, c'est d'essayer d'amener un regard qui vierge, voilà, de tout ce qui a pu se dérouler auparavant, et d'être cette altérité qui va éventuellement questionner, qui va interroger, qui va éventuellement euh, euh, faire part de ce qu'il trouve de bien, de moins bien, en étayant le plus possible les propos. Mon souci, c'est avant tout de diagnostiquer les problèmes. Donc, mon but n'est pas de dire si j'aime ou si je n'aime pas, c'est pas ça la question, c'est pas ça qui m'intéresse. Euh, on essaie le moins possible d'être subjectif. On essaie d'étayer à chaque fois le j'aime pas parce que, ou je pense que ce n'est pas efficace parce que. Et donc, à chaque fois, la difficulté, c'est d'arriver à faire cet effort de pédagogie pour sortir de l'aspect purement personnel, de ce que je peux avoir et entretenir comme rapport avec l'œuvre qu'on me donne à lire. Voilà. Donc, mon rôle, ça peut être d'aider tout à fait ponctuellement ou au contraire d'accompagner sur le bon cours. C'est très, très variable. C'est aussi coacher parfois, regonfler un peu les auteurs quand ils sont un peu découragés. C'est aussi parfois former ou apporter des compléments de formation quand on a affaire à des jeunes auteurs et que ceux-ci, voilà, pour une raison ou pour une autre, ne possèdent pas éventuellement certaines notions, ou bien si on a le sentiment qu'il y a un problème et que ce problème est là non pas par, je dirais, par défaut de travail, mais éventuellement peut-être par défaut de savoir, peut-être de poser de nouveaux mots, une nouvelle façon d'envisager la question, par exemple, de la tension dramatique, euh, des questions des enjeux, etc. Bref, faire des rappels aussi, ça existe. Et c'est très souvent, parce que moi j'ai souvent affaire à des jeunes auteurs aussi. Donc mon rôle, c'est de diagnostiquer et de permettre une amélioration, d'aider en fait un auteur euh, tout simplement à améliorer son histoire. Voilà. Donc moi, je lui dis pas du tout quoi faire, je lui donne pas d'idées, enfin, même s'il en donne, voilà, il peut les prendre, c'est pas la question, mais c'est pas mon rôle d'écrire à la place de l'auteur. Voilà. Moi, j'essaie simplement de lui donner un jugement le plus étayé possible par rapport à ce qu'il fait. Et donc, in fine, c'est vrai que quand on se dit on juge d'une histoire, ça pose la question de quels critères, et puis c'est quoi d'abord une bonne histoire. Euh, donc une bonne histoire, a priori, elle est l'émanation d'un auteur, et puis éventuellement de tous ceux qui vont après se consacrer à cette histoire, transformée après en film, un producteur ou autre, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un roman, d'un éditeur. On est dans l'expression même de ce que souhaite un auteur, mais une bonne histoire, c'est une histoire qui contente son public pour moi,
Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est vrai que les œuvres, la plupart du temps, s'adressent quand même à un lecteur ou à un public, et on sait ce qu'on écrit, c'est-à-dire que quel que soit ce public-là, l'idée c'est que si vous lui volez de son temps, si vous lui volez quelques heures de son temps, si vous lui volez un petit peu de son argent peut-être aussi, euh, au passage, il est clair qu'il doit en avoir, en tout cas pour son investissement personnel. Et donc, ben, qu'est-ce qu'il attend ce public? Et ça dépend vraiment de ce que vous écrivez. D'écrire par exemple un film de genre, bon, ben, si on arrive devant un film qui est un thriller, on n'arrive pas vierge dans la salle, on sait ce que c'est qu'un thriller, on les aime, on a des références. Donc voilà, on a une attente nécessairement par rapport à ce qu'on va voir. Et la question, c'est de savoir si ce que vous proposez voilà, est en adéquation avec si la promesse finalement que vous faites à un public. Il y a un contrat de confiance, comme on dit chez Darty, et la question, c'est de savoir si cette confiance, c'est la promesse qui a été faite est tenue, voilà, pour le public. Donc, la première chose, c'est de savoir si le public est content de ce qu'il vient de voir ou du temps qu'il a consacré à une. Et la deuxième chose, le job de l'auteur, c'est de l'amener à la fin. Euh, L'amener à la fin du film, à la dernière image, l'amener à la fin du roman, à la dernière ligne. On a tous, tant qu'on est spectateur, lecteur, on a tous eu des bouquins qui nous sont tombés des mains. On a tous eu à faire des films où on s'est ennuyé. On a tous entamé des fois des séries sans dépasser le premier épisode, voire le deuxième. Et donc, dans ces cas-là, on peut dire que le pari est raté. On peut dire que la mission, le job de l'auteur, n'a pas été rempli. Donc, une bonne histoire, c'est ça. C'est une histoire qui contente un public, qui a des attentes. Et c'est bien que les auteurs entendent et comprennent quelles sont ces attentes. Et puis, donc, l'amener jusqu'à la fin, c'est-à-dire tenir en haleine euh, le public jusqu'à la fin. Alors, le corollaire de ça, c'est la question du scénario. Parce qu'il y a l'histoire, et puis le scénario, c'est encore quelque chose de particulier, puisque la particularité des scénaristes, c'est qu'ils écrivent des histoires euh, dont ils font un récit qui est formaté, adapté voilà, à un média en particulier, euh, qui est écrit en séquences qui ont pour objet d'être portés à l'image. C'est la différence entre le scénariste et le romancier. C'est dans la façon d'écrire, de concevoir et d'envisager un tout qui soit contingenté par des notions de temps, de format, de médias, et encore une fois avec cette idée que le projet, in fine, voilà, doit répondre à des objectifs qui ne dépendent pas que simplement de la question de la bonne histoire. Et un scénario, c'est donc une promesse viable d'un spectacle. Il s'agit bien d'un spectacle, euh, c'est-à-dire quelque chose qui donne à voir. C'est une promesse, encore une fois, qu'on fait à un spectateur, et viable parce qu'un bon scénario, a priori, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est assez organique, ça fonctionne, ça nous emmène comme ça en tant que lecteur, premièrement, de bout en bout. C'est stimulant, c'est cohérent, c'est émotionnel. Évidemment, l'émotion n'est pas le moindre des critères, c'est sans doute le premier sur le podium de trois qu'on voilà, sera amené à revoir par la suite. C'est suffisamment, en tout cas, euh, un tout cohérent qui nous permet de comprendre la proposition qui nous est faite. Cette histoire, ce scénario est centré sur des personnages que j'ai envie de suivre. Donc, ces personnages sont empathiques, c'est-à-dire pas sympathiques, bien sûr, mais empathiques, c'est-à-dire que je suis amené à comprendre, même si ces personnages me rebutent, même si ces personnages sont des antagonistes, mais pour autant, je comprends pourquoi et comment ils fonctionnent et pourquoi ils agissent et se comportent comme ils se comportent. Donc ça, c'est la difficulté aussi, c'est d'amener en peu de temps de l'empathie sur des personnages. Et ces personnages sont plongés dans une situation conflictuelle, donc ils sont confrontés à des problèmes, à des difficultés qui sont inévitables. Ils ne peuvent pas y échapper, sinon c'est trop simple, il n'y a pas d'histoire. Et cette situation dure l'ensemble du récit et elle ne se résout finalement qu'à la fin. Mais pendant tout le récit, cette fin est toujours
euh, plus ou moins inenvisageable. Euh, Elle est en tout cas toujours euh, empreinte d'une voilà, d'une certaine virtualité. Elle est de toute manière incertaine jusqu'au bout. Et il plane cette incertitude et cette menace sur l'ensemble de l'aboutissement de cette histoire. Et bien sûr, il faut trouver une solution à la problématique, à la situation dans laquelle sont les personnages, et trouver une solution à tout prix. C'est-à-dire qu'on ne peut a priori pas renoncer. Euh, dans la majorité des histoires, c'est comme ça. Alors, analyser un projet, euh, ben c'est premièrement, a priori, si on est sur une continuité dialoguée ou quelque chose d'écrit, c'est faire cette lecture en tant que script doctor, en tant que lecteur. Euh, et généralement, on prend des notes en même temps. Moi, j'aime bien travailler sur du papier. Voilà, j'ai encore un peu de mal à passer au numérique. Alors, avec la tablette et un stylet, ça va encore, mais euh, je, il y a une nécessité, en fait, quand on lit et quand on travaille sur un scénario, et on verra un peu après pourquoi, de noter plein de choses, c'est-à-dire tout ce qui nous passe par la tête. Et ça, c'est la difficulté, en fait, de la lecture euh, en tant que script doctor, c'est euh, d'arriver à être un petit peu dans un trouble dissociatif, quoi. Je dois être le lecteur passionné par ma lecture et en même temps, j'ai mon cerveau qui regarde et observe le lecteur et qui prend des notes sur son ressenti, sur plein de choses. Et donc ça, c'est la difficulté. Il y a des fois, on a envie d'avancer très vite et en même temps, on doit très souvent quand même prendre des notes en même temps. Une fois que cette lecture est achevée, qu'on a des notes, qu'on a euh, ressenti, réfléchi au sujet de ce scénario, on a soulevé un certain nombre de problèmes. On va les retrouver, on va peut-être des fois faire une relecture, ou en tout cas, on va se replonger dans ces notes. Et puis, à chaque problème, on va essayer de contextualiser le problème, on va essayer d'établir des causes probables ou de trouver en tout cas les raisons qui font qu'il y a un problème. Ça permet déjà de poser en termes de dramaturgie des termes, d'identifier précisément à la fois la nature du problème et ses causes. Et puis après, il y a un travail de rendu, de restitution qui doit opérer. Alors ça peut être encore une fois soit par d'ailleurs des conférences visuelles, ça peut être en live au téléphone, ça peut être par écrit. Et là, suivant la mission qui nous a été confiée, ce retour écrit est plus ou moins grand, plus ou moins développé, plus ou moins riche en critères d'évaluation. Et on doit à ce moment-là vulgariser et expliquer effectivement à un auteur ou à un producteur voilà, le pourquoi du ressenti, les problèmes et l'origine de ces problèmes. Et comme je le disais tout à l'heure, mon travail n'est pas du tout d'écrire à la place d'un auteur. Euh, mon job, c'est d'essayer de comprendre la démarche d'un auteur, de comprendre pourquoi il en est d'ailleurs arrivé là, et d'essayer de l'amener à comprendre qu'éventuellement il y a d'autres voies possibles, que s'il y a des problèmes que j'ai soulevés, ces problèmes, encore une fois, il en ressent finalement à la fois les effets qu'il n'avait peut-être pas mesurés, et d'autre part, qu'il en comprenne l'origine pour l'amener lui-même, de lui-même à trouver des solutions. Je fournis forcément dans la discussion des idées ou des possibilités ou en tout cas des axes parfois de réécriture, mais c'est à l'auteur en tout cas de réécrire, de trouver des idées. Mon job n'est pas de l'influencer, mon job n'est pas de dire ce qu'il doit écrire. Et en général, quand vous avez affaire à des script doctors, je sais que voilà, parfois certains collègues ou scénaristes me rapportent un petit peu ce qu'ils ont vécu avec les uns ou les autres. Et quand vous avez certains qui vous disent bah, c'est ça que tu dois écrire ou c'est ça qu'il faut faire, bon, déjà, il y a un rapport un petit peu biaisé, je trouve, avec le consultant. Voilà, c'est difficile d'être affirmatif finalement avec un auteur. Voilà, tout dépend aussi de la nature de la relation, c'est-à-dire est-ce que ça fait longtemps qu'on se connaît, est-ce que voilà, je découvre l'auteur. On sait très bien, moi je suis auteur comme vous, enfin en tout cas comme une partie de ceux qui me suivent, et c'est dur, voilà, franchement c'est difficile d'écrire.
donc, quand on va confier son bébé à quelqu'un, bah, on est en situation de fragilité, c'est humain, c'est normal. Et donc ça, évidemment, bon, voilà, ça implique voilà, de faire attention. Alors, dans les points d'analyse, il y en a plein, en fait, des points d'analyse. Euh, bon, donc, les points d'analyse, normalement, vous devriez voir le partage, j'espère que vous le voyez bien. Euh, le, il y a beaucoup de critères d'analyse, évidemment. Après, on va les ranger, on va classer les problèmes, on va dire un petit peu dans des grands chapitres. Est-ce que ça concerne l'histoire? Est-ce que ça concerne les dialogues? Est-ce que ça concerne la structure, la façon dont le point de vue, la symbolique émerge dans le récit? Il y a énormément de points voilà. Je vous montrerai tout à l'heure, ou je peux vous montrer peut-être sur la webcam, mais je ne sais pas si vous voyez bien, en timbre poste. Ça, c'est la grille qu'on a chez Script Service, avec énormément de critères, de points d'analyse. Voilà, il y a à peu près 120 critères. Là, c'est la fiche vierge que je prends pour prendre mes notes en partie pendant la lecture. Voilà, donc, sur un rapport de doctoring, qui est donc le rapport le plus évolué, le plus détaillé qu'on fait. En fait, on a voilà, énormément de points d'analyse, mais globalement, sur une fiche de lecture ou sur un avis beaucoup plus succinct, on va se contenter de résumer ce qu'on a pensé de l'histoire, de la structure, etc., de ces différents points, ces grands chapitres de l'histoire. Et donc, c'est le... Alors, attendez, je vois une petite remarque. Partage d'écran montre toujours la fiche de départ. Ah non, effectivement, vous ne devriez avoir autre chose que le point de départ. Alors, attendez, je pense qu'il y a un petit souci. Toc, toc, toc. Je vais faire un petit tour. Est-ce que je vais arrêter le partage? Je vais reprendre le partage. Rebonjour, partager mon écran. Partager mon écran, partager mon écran. Lire. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Voilà, partager mon écran. Alors, désolé pour le petit bug. C'est une première, hein, donc on essaye, on teste l'outil. Voilà, vous devriez avoir normalement la suite. Voilà, vous devriez avoir la suite. Je vais essayer de voir, de contrôler. J'ai le petit retour ici. Voilà. Donc, vous disais-je, effectivement, voilà, on va essayer de réfléchir à tous ces points d'analyse et puis de classer ça et d'organiser ça globalement sur. Je vais le remettre parce que je pense qu'on est un petit peu passé un petit peu vite du coup. Hop, hop, voilà, je reviens là-dessus. Je vous remettrai de toute manière les slides, parce qu'il y avait d'autres slides avant du coup qui n'ont pas été diffusés, mais c'est pas grave, je vous mettrai les slides en PDF sur la page de Script Service et vous pourrez, voilà, le document, Sarah partagera aussi le doc et vous pouvez récupérer les slides. Bref, donc voilà, donc on a effectivement, on s'attache avant tout à essayer de voir si tout ça se répond et est cohérent, est une proposition qui fait sens dans l'ensemble. Les projets qui nous sont soumis sont à des étapes des fois très différentes. Des fois, c'est un synopsis, donc il n'y a pas de dialogue, bien sûr. Quand on a une continuité dialoguée, on peut très bien avoir effectivement des choses qui vont très bien. Ça peut très bien fonctionner au niveau des personnages, et puis peut-être qu'au niveau de la structure, de comment est construit le récit, peut-être que là, effectivement, il y a des difficultés, il y a des choses à améliorer, à changer. Donc, voilà, après, c'est à voir vraiment au cas par cas, et franchement, de ce point de vue, c'est ce qui est riche et intéressant dans ce métier-là, c'est qu'à chaque fois, c'est vraiment une nouvelle aventure. Pour autant, vous irez voir sur le site de Script Service, script-service au pluriel.fr, et on a sur notre blog, si vous remontez dans les articles, un article qui regroupe toutes les erreurs ou les problèmes courants qu'on trouve dans un scénario. Et c'est vrai que généralement, on retrouve même cause, mêmes effets.
toujours les mêmes problèmes. Donc on finit par, bien sûr, très rapidement les identifier dans un scénario à la lecture, et par rebond, on sait très bien effectivement où se situent les problèmes et quelles conséquences ça a directement sur le récit ou la compréhension qu'on a en tant que lecteur du récit. Euh, je vois une petite remarque, réseau pour personnages, point d'interrogation. Oui, parce que les personnages sont en réseau. Voilà. C'est effectivement, à moins d'avoir un personnage unique ou avoir juste un duo, mais a priori, ils ont quand même un antagonisme, une altérité en face des personnages secondaires. Et ben, tous ces personnages-là fonctionnent dans un réseau, et c'est un réseau qui, a priori, est calibré, est écrit pour que bah, les rapports entre les personnages soient conflictuels, pour que les conflits racontent quelque chose, obligent les personnages à agir, changer leur comportement, évoluer, etc. etc. Donc, on va travailler effectivement la question du réseau de personnages entre eux, comment ça se répond, comment ça fonctionne. Typiquement, si vous êtes sur une intrigue mettons une intrigue de rivalité, d'accord. Deux compétiteurs veulent la même chose, par exemple une course de voiture. On va chercher quand même à ce que ces deux compétiteurs soient à peu près de niveau égaux pour que la compétition puisse avoir lieu, mais on va créer chacun des différences. Ils ont à la fois des avantages que l'autre n'ont pas et inversement. Et on va bien sûr gérer autour d'eux tout l'entourage et tous les antagonistes, les alliés, etc. Et c'est ça qu'on organise, et on veille, bien sûr, ça fait partie des critères d'évaluation, que ce réseau de personnages soit cohérent et que chaque personnage soit différencié, parce que si deux personnages pensent la même chose, ont la même vision de la vie, euh, euh, et agit dans le même sens, ça veut dire que généralement, il y en a un de trop dans l'histoire. Voilà. Donc, on veille à ce que effectivement ce réseau soit efficace. Donc, les problèmes récurrents dans le scénario, effectivement, voilà, vous trouvez ça sur le scriptservice.fr. Je vous mettrai le lien aussi, et vous verrez dans le PDF des slides, vous aurez tous ces éléments-là. Alors, on avance, parce qu'il est 19h déjà. Donc, on enchaîne avec les compétences et les dispositions particulières pour être script doctor. On m'avait posé cette question-là une fois. Alors, j'ai mis voilà, une belle image de Grumpy, le chat pas content, parce que forcément, quand on aborde la lecture d'un scénar, on essaye quand même d'être dans de bonnes dispositions voilà, pour lire, pour être plutôt, on va dire, aborder une nouvelle histoire avec curiosité, avec envie quand même. Et puis, moi, il se trouve qu'une personne m'avait posé cette question-là. Je lui avais dit, elle m'avait dit, mais alors bon, au-delà de la passion et de l'envie, voilà, pour ce métier-là, pour les auteurs, est-ce que vous faites, voilà, est-ce qu'il y a des dispositions, est-ce qu'il y a des capacités? Je dis, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans l'auditorium où vous êtes, il y a 3 fauteuils qui n'ont pas les mêmes accoudoirs que le reste. Et j'y peux rien, c'est comme ça, c'est-à-dire que j'ai un cerveau qui est assez chiant. Au quotidien, c'est un peu une plaie pour l'entourage, mais c'est vrai que quand je vois un tableau d'ensemble, je remarque toujours le petit truc qui ne va pas dans un coin. Et voilà, donc je ne sais pas si c'est une prédisposition, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que ça m'aide un peu pour la lecture et pour voilà, trouver tout de suite les failles, ou en tout cas les faiblesses peut-être qui peuvent exister dans une histoire ou dans un projet. Le cerveau, ça marche toujours mieux quand c'est ouvert, c'est comme les parachutes. Et ça veut dire aussi que on est amené à lire de tout. Je travaille actuellement, là, juste hier, je suis à Genève, au fait, voilà. Et là, j'ai un étudiant de la Haute École d'Art et de Design, ils ont un département audiovisuel, qui fait un documentaire, qui fait un court-métrage voilà, assez conceptuel. Ce n'est pas vraiment une narration structurée, etc. Donc, mais pour autant, on travaille sur le ressenti, comment on arrive à produire quelque chose qui ait une valeur, un sens, qui soit efficace sur un public. Et donc là, je travaille sur quelque chose d'assez conceptuel. Par ailleurs, je viens de lire cet après-midi, je viens de faire des retours sur une bible de séries télé. Avant ça, c'était un long métrage. Avant ça, c'était un court métrage, puisque à l'écart, j'ai beaucoup d'élèves
je les salue d'ailleurs s'ils me regardent. J'ai beaucoup d'élèves qui écrivent voilà, des projets très, très différents, des courts-métrages tout au long de l'année. Et donc, voilà, c'était un film de genre. Bref, donc on est amené à lire et à travailler sur des projets très différents. Ça implique d'ailleurs de connaître un peu quand même les genres, c'est-à-dire d'avoir connaissance des plus grands films, des films emblématiques dans chaque genre, parce que quand on fait des retours, il y a souvent d'ailleurs, de toute manière, souvent des emprunts ou des allusions, des références, donc c'est mieux quand même de les connaître et de les percevoir. Et voilà, donc on est amené à être quand même à travailler avec une diversité d'auteurs et une diversité de projets qui implique d'avoir une réelle appétence générale et de ne pas forcément avoir d'a priori voilà, sur ce qu'écrivent les gens. Et puis, dernier élément, c'est l'idée qu'il va falloir faire preuve le plus possible à la fois de discrétion, parce que déjà, en plus, je n'oblige personne à marquer au générique qu'il a travaillé avec un script doctor. Donc ça veut dire que c'est un métier de l'ombre. Sachant que déjà le scénariste, généralement, par rapport au réalisateur, n'a pas forcément beaucoup de paillettes sur les épaules et de lumière qui se pose sur lui. Alors vous imaginez effectivement quelqu'un qui n'est pas un ghostwriter, mais qui travaille vraiment comme consultant, totalement externe au projet, qui ne réclame pas de droit d'auteur, qui n'est jamais payé en droit d'auteur. Ça, c'est super important. Si vous avez des script doctors qui vous disent « Oui, mais bon, alors comme je t'ai donné 3 idées, on va faire un contrat d'auteur », ça, c'est vous fuyez tout de suite. C'est hors de question. C'est pas du tout comme ça qu'on travaille. Voilà. Et donc, voilà, il va falloir aussi faire preuve le plus possible de respect, de discrétion, et puis bon, être relativement humble par rapport aussi aux auteurs et puis à son propre avis aussi, parce que même si on essaye d'étayer son jugement, même si on essaye d'expliquer, de trouver des raisons, voilà, on est dans un système de causalité, donc on va essayer d'établir tout ça, ça n'empêche qu'il y a forcément une part de subjectivité. Et donc, bon, il y a tout un tas de fois, moi, avec des auteurs, où je dis, bon, là, peut-être que c'est ma subjectivité qui parle, et que quelqu'un te dirait peut-être autre chose, mais voilà. Donc, il faut reconnaître ça, savoir reconnaître ça. Donc, on lit, effectivement, et la première chose que vous devez faire si vous lisez le scénario, ou si vous relisez votre scénario, ou le scénario d'un pote, si jamais vous lisez entre vous, c'est à la lecture, c'est les impressions et les sentiments à la lecture. Parce que c'est le premier symptôme, finalement, qui permet de soulever des problèmes. On peut se dire beaucoup de choses en lisant un scénario. On peut être traversé par beaucoup de pensées, parfois des pensées d'ailleurs très, oui, enfin pas très flatteuses pour l'auteur, quoi. Je m'emmerde, oh ça me fait chier, on dit rien, mais on va voir dans le frigo toutes les 5 minutes et on revient à la table de travail en s'accrochant au scénario parfois. Voilà, et puis il y a aussi des moments où on se surprend à oublier de noter des choses, tellement c'est bien et tellement on avance dans l'histoire sans s'en rendre compte finalement. Mais tous les sentiments négatifs, toutes les impressions négatives, en fait, ont souvent une cause qui est une cause dramaturgique. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut noter. Il faut essayer de le choper. C'est là où c'est un peu difficile parce qu'il faut être un peu en train de s'observer en tant que lecteur, tout en essayant de profiter au maximum voilà, de l'effet produit par l'histoire sur soi en tant que lecteur. Voilà. Alors, par exemple, si on prend le ça me tombe des mains et je m'ennuie, peut-être qu'effectivement l'histoire est insipide, peut-être qu'elle est mal posée dès le départ, peut-être qu'elle n'est pas assez dense, peut-être aussi que simplement le récit n'est pas tendu, c'est-à-dire qu'il ne réside pas une tension dramatique qui me fait dire, moi, en tant que spectateur ou en tant que lecteur, et après, qu'est-ce qui va se passer ? Qui me donne envie de tourner les pages ou qui me captive et fait que je ne songe pas un seul instant à regarder mon téléphone ou à penser à autre chose. Donc voilà, là peut-être qu'il y a un problème qui est lié à la tension narrative. Un autre exemple, par exemple, si je me dis c'est n'importe quoi, j'y crois pas à cette situation, il y a certainement un problème de vraisemblance. C'est-à-dire que, alors pas de naturel, je le marque sur la slide, il y a une différence entre la vraisemblance et le naturel. Ce qui semble vrai, ce qui semble acceptable pour un public, n'est pas forcément naturel.
Est-ce qu'il est naturel qu'un personnage ait des capacités de voyant, de médium? Bon, ça on pourrait dire éventuellement, peut-être que vous y croyez dans la vraie vie. Est-ce que c'est naturel que cette personne soit capable de déplacer des objets? Non. Est-ce que c'est naturel que cette personne soit capable d'influencer votre pensée, qu'en plus elle maîtrise la force, qu'elle ait des grandes oreilles, qu'elle soit toute verte et qu'elle parle à l'envers? Non, il n'y a rien de naturel là-dedans. D'accord. Par contre, est-ce que c'est vraisemblable dans l'univers de Star Wars qu'il y ait ça, que ça s'appelle Yoda? Ben oui, ça choque personne. Donc, quel que soit l'univers, quel que soit le genre, la question c'est d'amener le public finalement à accepter des fois des choses qui sont totalement voilà, pas naturelles ou pas logiques, en tout cas qui défient le sentiment humain, on va dire, de rationalité voilà, qui peut nous traverser tout le temps, à chaque instant. Et donc, il y a parfois des questions de logique. Voilà. Et c'est peut-être effectivement dans le je n'y crois pas et c'est n'importe quoi des questions de logique. Et je m'en fous, voir le personnage, on se dit, ben, il a qu'à crever, il a qu'à finir en prison et puis on sera débarrassé. Ben là, c'est peut-être qu'on a des personnages qui ne sont pas empathiques. C'est peut-être que effectivement les enjeux, ce qu'ils ont à perdre ou à gagner dans cette histoire, finalement est mal posé. Et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas aussi de conflits ou voilà, en tout cas, que ces conflits sont mal mesurés. Donc, voilà 3 exemples voilà, de ce qu'on peut se dire et des causes éventuellement. Donc, on va passer rapidement, parce que là, je vois que je retourne à l'autodiagnostic, c'est-à-dire des éléments, des questions que vous pouvez vous poser euh, pour voilà, essayer de lire ou relire vos projets, peut-être vous poser des questions après coup, pendant le développement, avant le développement, qui vous permettent effectivement voilà, d'éviter des problèmes. Déjà, dans la continuité dialoguée, si vous la relisez, marquez effectivement ces émotions. Ça, pour le coup, c'est important parce qu'on vient de le voir, c'est un symptôme éventuellement de problème. Vous marquez les questions qu'on se pose aussi. Quelqu'un frappe à la porte, qui est-ce? Voilà. Peut-être qu'on a la réponse dans les 3 didascalies plus loin, on sait qui va entrer par la porte. Mais ce travail de questionnement, en fait, il est lié à la tension dramatique. C'est-à-dire que le héros va-t-il réussir à, par exemple, combattre un personnage ou un groupe de mafieux? Ben ça, on va le savoir peut-être sur plusieurs séquences plus tard. Voilà. Donc, en tout cas, en tant que spectateur, notre travail en tant qu'auteur, c'est de se poser des questions à un spectateur. Et donc, nous, on va essayer de matérialiser, des fois dans la continuité dialoguée, les questions que devrait se poser ou se posent de façon parfois inconsciente le spectateur. Marquer les moments forts aussi. Il y a toujours des scènes dont on se souvient, qui sont marquantes dans des films. Ben, on va essayer de les isoler pour voir aussi si, ben voilà, si elles sont importantes, s'il y a suffisamment de moments forts, si ces scènes sont bien distribuées tout au long du film. Et puis, éventuellement, marquer dans la marge du scénario ce qu'on doit comprendre. Là, dans cette scène, c'est une scène de dialogue au téléphone avec quelqu'un qu'on n'entend pas, qui visiblement est sa belle-mère. Et on doit comprendre à demi-mot que sa femme est partie à l'hôpital pour accoucher et qu'il doit lui apporter des affaires ou je ne sais quoi. Voilà. Est-ce que dans la conversation, est-ce que j'ai bien écrit quelque chose qui permet de comprendre ça? Voilà. Donc, marquer ce qu'on doit comprendre en tant que spectateur est un moyen de se forcer de vérifier qu'on a bien fait ce qu'il fallait pour qu'on comprenne ce qu'on doit comprendre à ce moment-là dans l'histoire. Ça, c'est des choses qu'on peut faire simplement voilà, sur sa continuité. Au sujet des personnages dans la continuité, ben on va surligner vraiment stabilo, chaque fois qu'on va créer de l'empathie pour le personnage, chaque fois qu'on va le placer dans une situation qui provoque de l'empathie. Est-ce qu'on a des moyens de s'identifier à lui? En quoi? Voilà, s'il y a des éléments objectifs où le spectateur crée cette identification, on va essayer de bien le marquer. Et si ce n'est pas présent, il y a peut-être un problème. Souligner le conflit, souligner les moments où s'expriment les enjeux du personnage, ce qu'il a à perdre ou à gagner dans ce qu'il tente d'accomplir. Marquer l'incertitude aussi, cercler les moments où il plane, où on rappelle que l'issue finalement de cette histoire semble s'éloigner ou semble de plus en plus improbable.
là aussi marqué au sujet des personnages, ce qu'on comprend des personnages, ce qui leur arrive, de leur intériorité, de ce que les personnages s'imaginent, pensent. Nous, on n'en voit parfois que des symptômes, encore une fois, qui sont des actions, qui sont des réactions. Et puis, dans l'autodiagnostic, essayer de faire le pitch. C'est un très, très bon exercice quand on a une continuité dialoguée et qu'on n'est pas passé, ou en tout cas qu'on n'a pas développé à partir d'un pitch, d'un synopsis court. Et là, du coup, on va être obligé de faire le point sur ce que vous racontez. Quelle est la proposition dramatique, c'est-à-dire quel est le synopsis court de ce que vous racontez. Quelles questions on se pose en tant que spectateur. Dans un policier, quand il y a un crime qui est commis au début, la question qu'on se pose, c'est qui a tué et pourquoi, et avec comme corollaire, est-ce que le policier va arrêter le criminel. Voilà, tous les films reposent a priori sur quand même une question principale qui trouve sa réponse à la fin. Vous allez essayer de défendre votre intention, c'est-à-dire on va essayer de comprendre pourquoi vous racontez les choses. Et là, on va se poser effectivement la question thématique qui englobe l'ensemble du récit. Par exemple, dans Titanic de James Cameron, que je pense tout le monde a vu, la question qui se pose thématiquement, c'est est-ce que l'amour est insubmersible? Et à ça, il y a une réponse, c'est la proposition thématique. Et cette proposition thématique dans Titanic, c'est oui, l'amour est insubmersible, pas les hommes, malheureusement, ils coulent au fond de l'eau, mais les serments, les promesses, les engagements, eux, perdurent, quelles que soient les conditions, à partir du moment où ils ont été faits sincèrement. Ça, c'est la proposition thématique, c'est-à-dire ce que signifie finalement le sens profond du film. Et puis, dans l'autodiagnostic aussi, on va essayer d'affirmer votre point de vue, c'est-à-dire comment vous le racontez, quel est le concept de narration et pourquoi vous avez choisi de le raconter comme ça. Si mon sujet, c'est 3 adolescents qui vont tomber amoureux, mais ça va mal tourner, mettons, je peux faire ça, je peux raconter ça de bien des façons. Mais je peux raconter aussi ça en choisissant, par exemple, de me placer à un moment d'une veillée funèbre. Et c'est par le témoignage des autres, des gens qui sont là, que par flashback, on va reconstituer cette histoire. Ça, c'est le concept. C'est comment j'ai décidé de raconter cette histoire de 3 personnes, 3 adolescents avec une intrigue amoureuse. Donc, voilà, comment vous avez choisi de raconter les choses? Avec quel concept, de quelle façon, avec quelle focalisation? Voilà, ça, c'est des questions qu'on peut se poser, de savoir si c'est vraiment pertinent, si ça fonctionne. Voilà globalement pour cette présentation. J'ai dit beaucoup de choses, mais encore, c'est presque trop court pour vous dire, bien sûr, tout ce qu'on pourrait évoquer sur le script doctoring. J'espère que quelques conseils, je vous remettrai encore une fois les slides, quelques conseils, en tout cas, vous aideront peut-être à y voir clair. Et puis, ma foi, j'attends vos questions. On va se reconnecter. Je vais me reconnecter aux questions. Alors... Tu m'entends, Antoine? Oui, je t'entends. Coucou. Du coup, j'en ai noté pas mal déjà là, le temps de la présentation. Merci du coup. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui ont popé. La première, en fait, je voudrais commencer par celle de Charles. Est-ce que tu connais des exemples de films, Charles Lazery, donc, est-ce que tu connais des exemples de films dont tu sais que le script doctoring a sauvé, entre guillemets, la satisfaction du public et d'autres pour lesquels ça n'a pas marché? C'est compliqué comme question. Je peux vous dire, alors là pour le coup, ça ne sera pas du script doctoring, ça sera plutôt du line editing, c'est-à-dire au niveau du montage. Il y a pas mal de films, notamment beaucoup aux États-Unis, moins en France, mais qui font des projections tests auprès d'un public. Et par exemple, le premier Men in Black a été entièrement remonté pour couper et caviarder une intrigue que personne n'arrivait à comprendre et à situer dans l'histoire. C'est pour ça qu'à un moment, si vous re-regardez ce film-là, vous avez 2 personnages qui se parlent au fond d'un café en une langue alien. Voilà. Et les aveugles qui voyaient le film, qui savaient lire sur les lèvres, ne comprenaient absolument pas comment relier cette scène au reste,
Parce qu'en réalité, pour les gens qui entendent, les entendants, on avait complètement redoublé avec, voilà, et ressous-titré, alors que ça n'avait strictement rien à voir avec ce qui avait été tourné. Et donc, voilà, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des choses. Là, c'est quelque chose de plus acrobatique encore, puisque le film a été tourné. Donc, il faut arriver avec ce qu'on a en boutique, en rush, pour éviter de retourner les choses. Il faut réécrire au montage. Ceci dit, voilà, je peux vous dire, moi, que j'ai travaillé sur des longs métrages soumis par des producteurs. Et les producteurs ont fait le choix de ne pas poursuivre à la suite de nos retours. Voilà. Donc, alors bien sûr, ça a été longuement discuté, je vous rassure, c'est pas juste j'ai remis 4 pages et puis ils ont fermé, voilà, la porte à l'auteur, c'est pas ça. Mais voilà, pour plein de raisons qui seraient un peu longues à établir ici, à discuter, voilà, le choix a été fait de ne pas aller plus loin sur ces projets-là, parce que ça demandait soit trop de réécriture, soit ça emmenait le projet vraiment autre part, et ce n'était pas la ligne éditoriale du producteur, ce n'était pas pour ça, en gros, qu'il avait estimé pouvoir prendre le projet. Mais voilà, les projets étaient basés sur des fausses bonnes idées, extrêmement, voilà, complexes à réécrire, demandant vraiment énormément de retravail, et avec des auteurs qui parfois bon, disent aussi, bah, moi je veux garder mon projet, j'essaierai de le faire autrement, tant pis. Bon, voilà. En tout cas, clairement, il y a des projets après que moi j'ai eu en script doctoring, qui étaient des cours, qui étaient des séries digitales où voilà, les projets se sont faits et c'est tant mieux. Voilà. Ok, du coup, merci pour Charles. Deuxième question, il y en a, en fait, il y en a plusieurs qui ont popé qui étaient dans le même sens par rapport, tu sais, la fameuse question, et tu vas me détester là, la fameuse question du formatage. Est-ce que le fait d'optimiser un scénario, ça veut dire qu'on le formate? Est-ce que le fait d'avoir, il y en a deux qui allaient dans le même sens, mais tu t'es habitué de ces questions-là. Est-ce que le fait d'avoir des règles d'écriture, ça incite pas au formatage, etc., etc. Donc, est-ce que je te laisse avec ce terme de formatage te débrouiller? J'en suis désolée, pardon. Il n'y a pas de souci. Je peux effectivement, alors je pourrais faire un petit partage d'un truc qui est très rigolo. C'est quand on me pose cette question-là, en fait j'ai des slides. Voilà. Donc si vous voulez, si vous avez allez, 3 minutes, si on prend 3 minutes, je vous retrouve la slide et je vais essayer de vous de trouver ça. Bougez pas. Euh, Parce qu'évidemment, alors la question du formatage, encore une fois, moi, comme je l'ai dit, je travaille sur des projets très, très, très différents. D'accord? Donc, on a des films d'auteur qui échappent à une narration très structuraliste. On a des projets qui sont, au contraire, des films de genre avec voilà, une écriture vraiment très structurée, répondant beaucoup à, on va dire, des modèles, répondant à des archétypes, etc. Donc, ça dépend de ce qu'on écrit. Voilà. Moi, je vais vous dire, il y a 3 critères avant tout qui me guident pour l'efficacité d'un projet. Le premier critère, c'est donner à voir. Est-ce que cette œuvre m'offre à comprendre une situation? Est-ce qu'il y a un vrai spectacle? Est-ce qu'il y a une promesse visuelle? Est-ce qu'il y a voilà, quelque chose de cohérent à ce niveau-là? La deuxième chose, c'est de donner à ressentir, parce qu'on va au cinéma et en général, on se confronte à l'art pour ressentir des émotions. C'est ça qui effectivement nous fait aller au cinéma. On l'achète sur la foi même d'un ticket de cinéma. Vous lisez comédie, vous voulez rire, vous voulez avoir peur, vous achetez un thriller. Donc c'est ce qu'on achète, d'accord? Donc donner à voir, donner à ressentir et donner à comprendre, parce qu'a priori, voilà, tout ça n'est pas gratuit. Euh, donc voilà pour la première réponse, on va dire, sur la question du formatage. Le formatage, il est franchement très, très variable selon voilà, ce qu'on écrit. Et bien sûr, le travail du lecteur, des script docteurs, n'est pas de faire rentrer au chausse-pied un projet dans un formatage ou dans des règles ou dans des voilà, il n'y a pas aucun bouton, aucun logiciel avec un mock-up qui dit voilà, écris-moi un western, écris-moi une comédie et on a juste à personnaliser. C'est pas ça, on sait bien. Donc évidemment, chaque projet est différent et ce qui est intéressant, c'est justement ça, c'est d'arriver voilà, à faire une proposition à un auteur qui corresponde à ce qu'il a envie d'écrire. Encore une fois, moi je fais de la maïeutique, j'aide des auteurs à écrire ce qu'ils veulent écrire. Voilà. Et donc pour voilà,
répondre à la question des règles d'écriture. Voici un petit quiz de peinture. Alors voilà, si là on n'a pas les réponses forcément en direct tout à fait par rapport à ce que je diffuse, mais si vous reconnaissez le peintre, éventuellement, voilà, vous pourriez lever la main et me le dire. Sarah, tu peux peut-être avoir une idée. Allô? Tu veux me ridiculiser en public, c'est ça l'idée? Bah, je ne sais pas, voilà, regarde, dis-moi si tu reconnais un peintre. Non. Après, je suis nulle en peinture, je ne suis pas un bon exemple. Ok. Là, ça te dit quelque chose éventuellement, non? Hmm, non, je suis désolée. D'accord. Et là? Peut-être. Ouais, non, non, j'en sais rien. Je suis vraiment D'accord. désolée. Attends, je continue, hein, ne désespère pas, hein. Non, Et non, là? mais ça va aller. Hein. Je sais pas. À droite, ça fait un effet Picasso, mais je vais me planter Ouais, à tous les coups. Hein. c'est Picasso, ok. Et là? Ah putain, à gauche, c'est Dali. Ouais. À droite, je sais. Et je sais Alors, plus. bouge pas. Et là? À droite, c'est. C'est. Putain. Ouais, Van Gogh? Ah, oui, Van Gogh, merci. Ok. Non, à gauche, non. Ça marche. Eh ben, écoute, c'est les trois mêmes depuis le début. D'accord? T'as vu? Là, à Van Gogh, tu as un tableau de Van Gogh sur la fin de sa vie, effectivement, en tant que peintre. Et là, tu as un tableau au début de sa vie à gauche. Voilà. Il a emprunté, il a appris la peinture avec les codes et le genre de peinture qui était celui en vogue à son époque quand il était jeune. Il a imité les grands peintres et toute la peinture flamande là-dedans. Voilà. Et avant, on a Dali à gauche, évidemment, qui fait ses grands délires avec des chevaux et des éléphants sur des grandes pattes. Et à droite, il a peint sa femme. Mais c'est dans la même année. Dans la même année, il est capable aussi de faire un tableau très académique, d'accord. Et il y a un savoir-faire très méticuleux, voilà, sur la technique, en tout cas, de peinture. Elle est là à droite et à gauche, c'est de la technique. Picasso, là aussi, pareil, c'est une nature morte. Et puis les demoiselles. Voilà, donc tout ça, c'est de la technique. Et ça, c'est Dali, beaucoup plus jeune, voilà, quand il apprenait la technique. Alors, bien sûr, il y a des problèmes de proportion. Voilà, on voit encore le coup hésitant. Là, c'est Van Gogh, pareil, premier tableau. Et puis là, c'est Picasso. Picasso qui apprend la peinture, il a une quinzaine d'années. Et ben voilà, et pour autant, quand il fait ses grands délires, la technique de peinture, elle est toujours là. D'accord. C'est toujours gras sur maigre. Quand on fait de l'huile, c'est toujours, on mélange de plus en plus d'huile jusqu'à la fin. Mais sinon, on ne commence pas par ça, sinon le tableau il tombe en miettes. Donc tout ça, c'est de la technique. D'accord. Ça ne change rien. Ces gens-là, ils ont appris la technique. Après, c'est ce qu'ils en font. Donc, encore une fois, ce qui est important, moi, quand je referme un scénario, est-ce que j'ai eu à voir, est-ce que j'ai eu à visualiser une situation, est-ce que ça a mobilisé mon imaginaire, est-ce qu'il y a une promesse de spectacle, est-ce que j'ai eu des émotions, une variation, parce que même si vous faites un thriller et que vous travaillez sur le registre de la peur, ça va de l'inquiétude à la terreur, d'accord. Donc, il y a toute une gradation dans ces émotions. Et puis, est-ce que j'ai retenu quelque chose? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que ça a donné du grain à moudre voilà, à mon cerveau? Et suivant ce qu'on écrit, on a plus ou moins à comprendre, on a plus ou moins à ressentir, on a plus ou moins à voir. Évidemment, si vous faites un huis clos dans un appartement parisien, visuellement, ça sera peut-être moins riche qu'effectivement si vous faites un blockbuster qui se passe dans les étoiles. Donc voilà, ces trois potentiomètres-là me permettent de jauger, on va dire, de la pertinence et de la cohérence d'une proposition. C'est les trois premiers critères qui me font déjà me prononcer en me disant si je suis contenté là-dessus et si je suis allé au bout, alors peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose voilà, qui est bien dans ce projet-là. Voilà. Merci pour cette super démonstration et je me sens tout de suite très inculte là, tu vois. C'est chouette. Pas de souci. Du coup, on peut terminer sur, vu qu'il est 28, est-ce qu'on peut terminer sur la dernière question que je trouvais pertinente dans le cadre du field doctoring, c'est la question des problèmes récurrents. Est-ce que tu peux nous faire en quelques points les fameux points récurrents les problèmes récurrents de chaque scénario que tu lis, tout type de scénario mélangé. Ouais. Tu peux faire ça? Il y en a, Merci. il y en a plein, plein, plein. Alors là, je vous dis, il y a plein de critères, mais c'est beaucoup plus simple d'aller lire le lien sur l'article de Script Service, vous avez tous les problèmes. Mais bon, voilà, principalement, déjà, je peux avoir un problème de compréhension, de logique.
globalement, je n'arrive pas à comprendre vraiment comment s'articule l'histoire et pourquoi les personnages réagissent comme ils réagissent. Voilà. Il y a des gros problèmes souvent sur les enjeux. Ça, c'est un truc où vous devez être super vigilant là-dessus. C'est qu'est-ce qu'un personnage a à perdre ou à gagner dans une histoire, dans ce qu'il entreprend. J'avais quelqu'un qui m'avait donné cet exemple-là, je crois que c'était à Valence, quand on avait fait un petit workshop pour créer rapidement des histoires. Il m'a dit, voilà, mon personnage, c'est l'histoire d'un archéologue qui, un matin, revient sur son chantier de fouilles et alors qu'il avait trouvé le Saint Graal la veille, se les fait voler. Et donc, il part à la recherche des mafieux qui lui ont volé probablement cet artefact. Et là, je lui dis, ben non, désolé, j'y crois pas 2 secondes. Là, pour le coup, il y a un problème de vraisemblance. Ton archéologue, il n'est pas défini comme étant un aventurier, c'est pas Indiana Jones, d'accord? Or, un archéologue, on sait ce que c'est un rat de bibliothèque. Et puis, quand on se fait voler un truc, et ben, il y a les flics. S'il n'y a pas les flics, il y a aussi les autorités de tutelle, les douanes maintenant. Et il y a même, il faut le savoir, un office spécial qui réunit les flics, les douanes, bref, le contre-espionnage. Enfin, il y a un truc voilà, qui se fait là-dessus. Enfin bref, il y a des organismes de tutelle, il y a des assurances. Bref, ce n'est pas son job de partir à la pêche, voilà, à la poursuite des mafieux. Qu'est-ce qu'il a à perdre à gagner dans cette histoire? Rien spécialement. Personnellement, ça ne le concerne pas. Il n'y a pas d'enjeu personnel. Par contre, si les flics sont corrompus et l'accusent et veulent en faire le suspect idéal, si éventuellement les autorités de tutelle lui disent mais en fait, bon, vous avez complété votre budget de fouille avec de l'argent, on ne sait pas trop d'où ça vient, donc vous devez être maqué avec ces gens. Si, bref, il n'a aucun recours possible pour éviter la tôle, pour éviter le déshonneur, pour éviter éventuellement de perdre la garde de sa fille, alors il était obligé, seul contre tous, d'aller voilà, faire justice lui-même et d'aller courir après ces gens. Mais c'est parce qu'il a quelque chose à perdre, lui. Il a un enjeu personnel. Voilà. Et très souvent dans les histoires, ces enjeux personnels ne sont pas assez précis. Et quand il y a une galerie de personnages, notamment dans les séries, ces enjeux personnels ne sont pas forcément assez différenciés. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'il faut vraiment faire gaffe là-dessus parce que c'est ce qui fait qu'on marche ou pas dans une histoire. C'est pour ça qu'on s'engage et on s'identifie aussi à un héros. Donc voilà, il faut vraiment faire très très gaffe à ça. Voilà. Après, il y a des problèmes souvent d'installation de personnages. Ça peut être des problèmes de structure, c'est très très variable. Donc voilà, vraiment allez lire l'article, je vous encourage. Vous allez vraiment trouver le tableau de l'ensemble des problèmes qu'on peut retrouver. Et il faut faire très gaffe aussi aux 15 premières pages du récit, de la continuité dialoguée. Parce que clairement, voilà, moi je suis obligé de lire jusqu'au bout, mais il y a des tas de producteurs qui vont lire les 10-15 premières pages et qui éventuellement n'iront pas au-delà. Voilà. Ok, bah regarde, il est 19h32. Est-ce que tu veux qu'on fasse une dernière question? Il y en a une que j'ai voir là sur de Ouais. Denis Collin. Alors, Ouais. attends, je la relis parce qu'il faut que je l'attrape sur un autre. Hop, sur le groupe du Kino. Yep. Alors, comment intervient le script doctoring dans un contexte français de politique des auteurs, toujours entre guillemets, même si on peut enlever les guillemets, ou bien lorsque le réalisateur a le dernier mot sur un scénario dont il n'est pas l'auteur? Bah c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est dans le processus et dans la relation en fait au commanditaire. Alors qui est le commanditaire? Est-ce que c'est un producteur? Si c'est un producteur, effectivement, bah, la mission elle est claire. Moi j'interviens pour rendre un avis à quelqu'un qui est un producteur et c'est lui de manière qui gère ces questions de réalisateur ou pas. Est-ce qu'il fait l'interface? Est-ce qu'il y a une réunion qui est avec le producteur et les auteurs et moi? J'ai jamais connu cette situation-là. Généralement, je rends un avis à un producteur, il se débrouille. Voilà. Ok, bon, bah, J'ai répondu à la question. ouais, je pense que Dany nous le dira, mais je pense que dans tous les cas, est-ce que je peux leur proposer, s'ils ont des questions, de t'envoyer probablement. Exactement. Ah oui, Je vous souhaite voilà, bien sûr, un bon confinement à tous, hein, et c'est à bien de toutes. le rappeler. Voilà. Et donc, évidemment, si vous avez des questions, eh ben voilà, vous avez mon contact sur Script Service, sur la page Facebook Script Service, ou directement, voilà, Antoine Cupial via Facebook, vous m'envoyez un petit message. Et si vous n'avez pas le temps de poser votre question, je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup, Antoine, c'était vraiment hyper intéressant.
Je vais juste faire un petit rappel. On a une autre masterclass à 20h15, donc le temps pour vous d'aller applaudir à la fenêtre à 20h. À 20h15, ce sera Félix Ferrand, qui est facial rigger et character modeler, qui va venir parler. Donc, il a bossé sur notamment Venom, Moi Moche et Méchant 3. Il va venir vous expliquer un petit peu ce que c'est que sculpter les expressions des personnages. Donc, ça va être assez passionnant. Il va y avoir une démo en plus. Donc voilà, donc on se retrouve à 20h15. Merci beaucoup, Antoine. C'était génial. De Merci. rien, super. Eh ben, merci et puis bonne soirée à tous. Et voilà, ben, on continue ce super cycle de conférences. Merci Sarah pour l'organisation.